Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de théâtre dans les milieux du football, une fumée blanche s'est échappée pour dévoiler des noms inattendus. Maître Dieudonné Api, avocat au barreau du Cameroun, tient désormais le bâton de la normalisation pour réécrire la Bible du football camerounais. À ses côtés, une femme avocate et 3 mousquetaires désignés pour l'accompagner dans cette mission à haut risque. Après les violences meurtrières survenues à Kumbo, les familles des jeunes tombés sous les balles des gendarmes racontent dans ce journal l'horreur et le traumatisme vécu lors des exactions et abus perpétrés sur ces familles par cette mission des gendarmes dans leur localité. Vous les écouterez dans ce journal, des témoignages troublants qui remettent en cause la version officielle du gouvernement. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le voile vient d'être levé sur la normalisation du football camerounais. Aucun des noms cités à la fois sur les réseaux sociaux et dans la presse n'a été retenu. Après plusieurs jours de tractation jusqu'au sommet de l'État, la mission conjointe FIFA-CAF vient de mettre fin au suspense et c'est Maître Dieudonné Api, avocat au barreau du Cameroun, qui tient désormais les rênes de ce comité de normalisation à la FECAFOOT. À ses côtés, une autre femme, une femme aussi avocate, mais également 3 mousquetaires désignés pour l'accompagner dans cette mission à haut risque, celle de réécrire la Bible du football camerounais. Joël Essengue et Ike Cyril n'ont rien manqué de cette journée qui a cristallisé l'attention de tout le Cameroun du côté de Yaoundé. Reportage. 5 personnes pour composer le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Après une longue attente, le chef de la délégation conjointe FIFA-CAF lève le suspense. Sont nommées les personnes suivantes. Maître Dieudonné Api, président. Maître Marcel Denise Ambomo, vice-présidente. Maître Maurice Samuel Bélé Edimo, membre. Docteur Abdou Oumerou, membre. Monsieur Kevin Jomo Kadem, membre. Je vous remercie. Les supputations faisaient rage, mais en désignant Maître Dieudonné Api et les autres, la FIFA prend tout le monde de court. Le comité de normalisation de la FECAFOOT a produit des noms que l'opinion n'attendait pas beaucoup, et même les réseaux sociaux et la presse, mais il est fort évident que de nouvelles personnes comme celle-là puissent faire un travail indépendamment de toute pression. On se disait qu'on allait entendre des noms qu'on connaît. On est surpris que la FIFA soit allée chercher des illustres inconnus, surtout dans le monde du football. Et je crois qu'en cela, c'est déjà une initiative qu'il faut saluer. Le comité de normalisation dispose de 6 mois pour redresser la Fédération camerounaise de football. Les personnalités nommées ont le bagage nécessaire pour le faire, mais les maçons seront jugés au pied du mur. Étant donné qu'il y a des questions de texte sur lesquelles il faudrait revenir, étant donné qu'il y a des questions de droit sur lesquelles il faudrait se pencher pour éviter des entorses ou bien pour éviter que par la suite on soit encore à revenir sur un certain nombre de choses sur lesquelles on serait déjà passé. Et c'est des gens, à ma foi, qui vont apporter du leur afin que notre football ait cet exécutif accepté de tous, parce que c'est de cela qu'il est question. Pour moi, j'estime que c'est des gens qui vont rédiger des textes qui vont être inattaquables, c'est-à-dire que des textes équitables pour tous. On espère qu'ils viendront, satisfaire les Camerounais pour qu'une fois pour toutes, qu'on ressorte de cette crise. Plutôt qu'un comité pléthorique, comme la dernière fois, la FIFA, cette fois, opte pour un comité restreint. Plutôt que des enseignants de droit, la FIFA jette son dévolu sur des praticiens du droit. Ils ont jusqu'au 28 février 2018 pour rendre leur copie. Qui est Maître Dieudonné Api, cet avocat chargé de réécrire la Bible du football camerounais? Ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il s'est distingué dans le procès de l'opération Épervier. Il a défendu, par exemple,
le colonel Etonde Okoto dans le cadre de plusieurs affaires qui le liaient contre l'État du Cameroun. Également, il a fait une grande partie de sa carrière en tant qu'avocat à l'extrême nord du Cameroun. Il a fait également une trajectoire dans le monde politique en soutenant plusieurs mouvements politiques dans les années 90, mais aussi en étant membre du bureau politique de l'UNDP il y a quelques années. Dans le reste de l'actualité, un mouvement d'humeur à Bafoussam, encore des élèves forestiers qui manifestent sur la voie publique, paralysant la circulation durant des heures. Le film d'une journée de vive tension à Bafoussam, en cette fin de semaine, une ville complètement paralysée par ces élèves forestiers. Dallas Kiana et Jean-Paul Fougnat. Et voici donc la suite de l'affaire des élèves forestiers de Bafoussam. Dans la rue, ils continuent de revendiquer la reconnaissance de leur diplôme de fin de formation. Aux premières heures de la matinée, ils envahissent le lieu dit rond-point Biao au marché A pour faire entendre une fois encore leur voix. L'étincelle qui a failli tout embraser part d'une chaude empoignade entre un policier et un des manifestants qui marchaient pacifiquement. L'homme en tenue lui signifiant que toute grève est interdite au Cameroun. Une échauffourée déclenche, assailli et acculé par les manifestants. L'infortuné policier a la vie sauve grâce à une alerte lancée à l'escouade de policiers et gendarmes venus en renfort sur les lieux. La circulation est perturbée des heures durant. Le préfet de la MIF et tous les hauts gradés de la Sûreté nationale et la Gendarmerie nationale présents jouent la carte de l'apaisement. Cernés par les forces du maintien de l'ordre, les élèves forestiers lèvent le camp, faisant semblant de rallier leur école au quartier Congo. Dans un tour de passe-passe, ils sèment la police et la gendarmerie et regagnent la sortie ouest de la ville pour une marche vers Yaoundé. Stopper net au lieu d'Afrique Construction. La circulation est une fois encore paralysée, forçant les automobilistes à rouler en sens inverse. Criant à tue-tête l'arnaque et l'indifférence dont ils sont victimes, les autorités administratives, policières et judiciaires tentent de négocier, mais peine perdue. Les manifestants ne veulent rien entendre. Dans un premier temps, le gouverneur Wafonka Augustine esquive le choc et envoie 3 de ses proches collaborateurs sur le terrain prendre la température. Après notre départ, la tension et la détermination des manifestants vont faire exploser le thermomètre, la pression montée d'un cran, et c'est par la suite que le gouverneur de l'Ouest arrive sur les lieux. Les manifestants exigent la tête du promoteur, porté disparu depuis le déclenchement de cette affaire. Après les violences meurtrières survenues à Kumbo, les familles des jeunes tombés sous les balles des gendarmes racontent l'horreur et le traumatisme vécu durant les exactions et abus perpétrés lors de cette mission des gendarmes menée dans la localité, des témoignages troublants qui remettent en cause la version officielle du gouvernement. Reportage Flavien Valondongo. C'est dans ces herbes que le corps d'un adolescent de ce village a été retrouvé sans vie. Le patrouillage ici présent affirme qu'il a été tué par balle à la suite d'une opération qualifiée de chasse à l'homme initiée par les éléments de la gendarmerie d'Mbui. Le chanvre indien est cultivé dans le village, mais dans notre famille, ce n'est pas le cas. Le drame survenu le 4 septembre, jour de rentrée scolaire au Cameroun, a plongé les habitants du village Kifem dans la douleur. Mon fils n'était pas un trafiquant de drogue. Il s'apprêtait à aller à l'école. Mon fils n'était pas un bandit. Je veux mon fils. Her son is not a criminal. Her son committed no offense. And all she heard was that her son had been shot. La maman du garçon tué par balle est inconsolable. C'était son unique enfant. Apprend-on. Dans la cour, la tristesse se lit sur le visage des membres de la famille. Et juste à côté, des taches de sang qui sont encore visibles, ainsi que la douille de la balle qui a mis fin à la vie de l'adolescent. Voici la douille de la balle qui a tué l'enfant. C'est ici qu'il a été retrouvé mort lorsqu'on a entendu le coup de feu.
Des sources révèlent que les éléments de l'unité de gendarmerie d'Mbui, pointés du doigt ici, pour chasser les trafiquants de drogue, dont on a annoncé la présence dans cette localité située à 15 km de la ville de Kumbo, chef-lieu du département d'Mbui. Lorsque les gendarmes arrivent dans ce village, ils arrêtent n'importe qui. Ils demandent d'aller négocier à hauteur de 500 000 voire 1 million de francs CFA par tête. Dans la réaction des populations en furie, un établissement scolaire a été incendié, des tables bancs et des ordinateurs détruits. Si le bilan du drame fait état de 3 personnes tuées et des blessés encore internés dans des formations sanitaires de Kumbo, reste que les parents de l'adolescent retrouvé mort à Kifem ignorent jusqu'ici la destination du corps de leur enfant. Des sources font savoir, serait gardé par les forces de maintien de l'ordre qui, à leur tour, seraient en pourparlers avec les membres de la famille afin de programmer l'enterrement pour le mercredi prochain. En cette saison des pluies, la localité de Loum est confrontée à de graves inondations qui perturbent le quotidien des populations. Et autre problème récurrent dans cette localité, c'est l'absence et l'instabilité de l'énergie électrique. C'est le constat que font Jacques Mollon et Mirabel Mazo dans ce reportage. La saison des pluies représente un véritable casse-pied pour les habitants de Loum. Inondés, ils ont les pieds dans l'eau tous les matins. Difficile pour les élèves d'aller à l'école. Lycée général de Loum, ça n'a aucun passage pour pouvoir traverser, pour pouvoir accompagner les élèves dans l'établissement. Beaucoup d'élèves seront arrivés à notamment jusqu'à 10 h de ce matin. Les élèves seront en train d'aller à l'établissement. Parce que preuve de contraire que juste après nous continuons à transporter les élèves pour l'établissement. Les eaux ont envahi les maisons d'habitation des quartiers de Pondo 2. Ces inondations seraient dues aux constructions anarchiques aux alentours, dans des cours d'eau du quartier Pondo 2. Ceux qui construisent des maisons tout autour, anarchiquement, ils ne respectent pas les marges. Ils jettent tout dans l'eau. Soit à quelque part là, qui a entrecoupé carrément une grande partie de ce cours d'eau. Alors ça fait que quand l'eau arrive, des grandes pluies comme celle-ci, les gens qui sont tout autour ne peuvent pas respirer parce que c'est fermé. L'incivisme des populations est également à décrier. Depuis le haut, si un côté décide, un sens décide que bon, ne versez pas la saleté. Pendant que vous, sur place, vous ne versez pas, la saleté vient d'en haut. Et ça bouche les caniveaux. Et comme toujours, aucune disposition du gouvernement n'a encore été prise pour non seulement sortir ces populations de l'eau, mais aussi de l'obscurité. C'est depuis lundi et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le noir. Raison pour laquelle nous sommes là, nous attendons les responsables. Simplement ne pas nous écouter, puisque individuellement nous sommes passés depuis le début de la semaine. C'est individuellement que les gens sont passés pour revendiquer, mais il n'y a pas de suite. C'est comme si on s'adressait à des sourds. Privés d'électricité depuis des jours, les pertes sont énormes. Les populations en ont marre. Ils ont coupé, soit disant que le poteau est pourri. Oui, 5 jours avec la population, les enfants, les bébés qui sont là. Nous sommes beaucoup fâchés. Nous sommes trop fâchés, trop fâchés. Nous sommes dans l'obscurité, ça fait 5 jours aujourd'hui. Ça ne donne pas. Il faut que l'État puisse veiller sur... C'est NE, hein, de voir comment NE va travailler avec nous. Inondés sans électricité, la vie est difficile en cette saison à Loum. Une autre localité plongée dans le sous-développement, c'est Mesondo, situé dans le département du Nyong-Ekele. Là-bas, l'instabilité de l'énergie électrique, le mauvais état des routes et la vétusté des infrastructures de base constituent le calvaire des populations. Reportage Éric Martial Ndiomo. Des téléphones chargés par le moyen de l'énergie solaire. Par cette saison humide, le moindre rayon de soleil a valeur de trésor à Mesondo et dans ses environs. Il en est ainsi depuis près de 3 ans.
L'énergie électrique dans cet arrondissement du département d'Union-Ekele est un lointain souvenir. Nous avons rupture de courant, il y a peut-être 4 ans que nous n'avons pas de lumière. Et puis ça nous gêne, on ne peut pas avoir de sortie. On ne s'alimente pas avec des produits peut-être frais, le poisson frais. Nous sommes obligés de manger, même si tu achètes 100 kg de poisson ou de viande en ville, tu es obligé de fumer cela. Tu ne peux pas manger frais parce que les congélateurs ne marchent pas. Le palliatif le plus courant est donc le recours aux panneaux solaires pour certains appareils et autres ampoules. Nous utilisons les moyens de bord. Nous vivons dans l'arrondissement de Messondo au 3e millénaire, au 21e siècle, comme dans les temps anciens, comme à l'époque antique. Chacun y va de son mieux. Certains utilisent les lampes tempêtes, les bougies, les groupes électrogènes pour les mieux nantir les lampes solaires. Donc chacun y va de son mieux. Mais c'est vraiment difficile parce qu'avec ce problème d'électricité, nous avons même du mal à garder nos collaborateurs. Quand les lampes solaires, puisque chaque maison actuellement, c'est ça qui nous fait, c'est avec ça que nous travaillons, c'est ça qui nous aide pour le moment. Et avant ça, on avait peut-être les groupes qui étaient à la gare, on passait là-bas, on chargeait des téléphones. Mais pour le moment, bon, chaque personne peut-être se débrouille avoir son groupe électrogène. Voici l'hôpital de Messondo. Le compteur posé il y a belle lurette par la compagnie en charge de la distribution de l'énergie électrique a depuis valeur de simples objets d'art. Les moteurs de quelques climatiseurs escapés sur les murs n'ont pas tourné depuis plusieurs années. La rouille et les marques du temps ont fait leur nid sur plusieurs appareils. Dans cet hôpital, médecins et infirmiers s'éclairent grâce à la lampe à pétrole, aux lampes solaires ou aux simples torches. Voilà les lampes là-bas, que si vous pouvez bien remarquer. J'ai deux lampes, une solaire qui ne marche même plus et une lampe tempête. Et voilà aussi ma torche de secours. C'est avec ça qu'on essaie de poser les voies venus, plus la lampe tempête. Donc vraiment, le problème de l'électricité ici, là, c'est vraiment un problème majeur. Voilà la chaîne de froid. Moi, j'ai voulu, puisque je suis le chef de l'air, j'ai voulu que les gens, les villages que je couvre, viennent prendre des vaccins chez moi. Mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas prendre les vaccins à Ezeka, la veille de la vaccination, et je viens avec les porte-vaccins contenant les accumulateurs. Maintenant, les autres villages qui doivent vacciner, les autres centres de santé qui doivent vacciner, viennent prendre les vaccins le jour même de la vaccination, puisque nous on vaccine une fois par mois, le dernier jeudi du mois. Ce qui fait que quand ils viennent prendre, je leur donne des vaccins en fonction de leur commande, avec des accumulateurs que je pourrais récupérer au niveau du district. Donc vraiment, c'est très difficile. En plus que vraiment, ça, la pire des choses ici, c'est qu'on est coupé du monde. Avoir les informations, c'est très difficile. Les populations de Messondo, complètement résignées, se sont accommodées à cette situation. L'eau potable dans cette localité est aussi une denrée rare. Oui, l'eau potable, vraiment, quand vous dites que potable, quand nous étions jeunes, là, on nous disait qu'une bonne eau doit être incolore, inodore et sans saveur. Nous venons de bénéficier d'un forage en eau potable, mais on dit que potable. Mais ce n'est pas encore bien réalisé parce qu'en saison de pluie, quand 3 personnes plus de l'eau, ça finit et que l'eau n'est pas très bonne parce que ça a une saveur. Se rendre à Messondo relève d'un véritable chemin de croix. Deux principaux moyens d'accès existent pourtant. D'abord par la route. Par cette saison de pluie, les pistes y menant sont quasiment impraticables. Il faut braver les mares d'eau, éviter les crevasses d'une route irrégulière et accidentée, et surtout ne pas tomber parce qu'elle glisse dangereusement. L'autre voie d'accès, c'est le chemin de fer. Seulement, le train n'est pas toujours là, aux horaires fixés. Le seul train que nous avons, pour faire aller-retour, nous n'avons pas le même train constant.
La situation est la même dans tous les 40 villages qui constituent l'arrondissement de Messondo. Pour ce qui est de l'électricité, le sous-préfet de Messondo dit avoir contacté la compagnie en charge de l'énergie électrique au Cameroun qui avait annoncé une régularisation de la situation pour le 15 août 2017. Malgré le délai dépassé, les populations attendent. Un grand reportage signé Joël Niem, Mitterrandam et Éric Marcel Ndjomo au cœur du sous-développement dans plusieurs localités, notamment Messondo, dans le Nyon et Kélé. Et du 109 dans la gendarmerie, dans la région du littoral, des nouveaux responsables ont été appelés à tordre le cou au grand banditisme, mais également veiller à la fin des escroqueries foncières qui pilulent dans la région du littoral. Ils ont été installés ce jour à Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. C'est une équipe jeune et petite d'expérience qui a pris les commandes de différents postes stratégiques dans la Légion de gendarmerie du littoral. Des qualités qu'il va falloir mettre très vite au service des personnes et des biens dans la région du littoral en général et plus particulièrement dans la ville de Douala. Une ville qui a la réputation d'être la plaque tournante de tout type de trafic et d'exaction. Le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral n'a pas mis les gants pour rappeler à ses nouveaux responsables les missions qui sont désormais les siennes dans la ville poumon économique du Cameroun, qu'est Douala. Les champs d'action de ces gendarmes, désormais aux commandes, devraient s'étendre jusqu'au trafic routier afin de limiter le nombre de décès observés ces derniers jours, aussi bien dans la ville de Douala que dans la région du littoral. Il s'agit également d'engager une sanction contre la violence routière qui doit être également inscrite dans nos avantages comme cheval de bataille amené à l'horizon si besoin ici avec les unités routières. Le lieutenant-colonel Vundi Emane, qui a désormais la charge du groupement territorial de gendarmerie du Vouri, mesure la tâche qui s'annonce âpre dans la ville cosmopolite qu'est Douala. Si le commandement a placé la confiance en moi, c'est parce que le commandement sait que nous sommes à la hauteur de la tâche. Nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour sécuriser les hommes et les biens dans la ville de Douala. Il pourra néanmoins prendre en compte les conseils du collégion, tout comme ses camarades d'armes, désormais à la tête du groupe d'escadron numéro 2 de la compagnie de Douala 2e et Douala 3e. La cérémonie de prise de commandement s'est déroulée à l'hôtel de ville de Bonanjo en présence de toutes les autorités administratives du Vouri et des familles des héros promus du jour. Un défilé militaire a définitivement mis un terme à cette cérémonie riche en sons et couleurs. L'avènement d'une nouvelle société de gestion collective du droit d'auteur provoque une escalade de tensions entre artistes musiciens au Cameroun à la veille de l'Assemblée générale constitutive prévue à Yaoundé. Les mésententes persistent dans les milieux des artistes musiciens au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Donald Anouzwa. Le week-end artistique s'ouvre à Yaoundé ce 9 septembre sous fond de dissension. À l'origine, le rejet par certains artistes musiciens du Doré Mi Fa Sol La Si Do fredonné par Prince Didier Yango qui convoque l'Assemblée générale constitutive d'un organisme de gestion collective du droit d'auteur de l'art musical catégorie B. D'abord, la pression provoque l'Assemblée générale n'est pas qualité. Parce que c'est le président de médiation et de contrôle qui doit convoquer l'Assemblée. Il n'a pas qualité. Il le fait. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que tout est déjà, ils ont fait les plateformes, ils ont déjà tout ficelé. Et moi, je vais avec eux pour faire par là-dedans.
Pour d'autres, il est désormais impératif que le ton et le demi-ton, ces intervalles de base entre deux notes de musique, soient additionnés pour former une corporation forte et solidaire. Je crois qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, tous les artistes doivent comprendre que trop, c'est trop. Et cela dure depuis plus de 10 ans. Vous voyez que les artistes, c'est un corps de métier, aussi comme tous les autres. Un corps de métier qui a besoin d'encadrement dans tous les sens, dans tous les niveaux. Alors, si on ne s'organise pas pour quelque chose qui regroupe tout le monde par rapport à l'intérêt général, ça ne pourra pas aller. Donc c'est l'intérêt général qui m'amène à Yaoundé. Les absents aux assises de Yaoundé, pourtant favorables à la création d'un nouvel organisme, justifient leur position. Bon, je n'y vais pas demain, d'autant plus que je ne peux pas me prendre en charge. Toute seule, je ne peux pas me prendre en charge. Bon, ceux qui sont postulants devraient normalement prendre en charge tous ceux qui doivent effectuer le déplacement pour pouvoir, n'est-ce pas, leur prêter leur voix. Mais je suis de tout cœur avec tous ceux qui vont postuler et que le meilleur gagne pour la bonne cause, n'est-ce pas, de la suivi de l'artiste au Cameroun. Le morceau portant mesure d'assainissement de la gestion collective du droit d'auteur de la catégorie B art musical, entonné depuis juillet 2015, va-t-il passer d'une tonalité à l'autre en cours d'exécution? Là est toute la question. Son usage excessif des réseaux sociaux et ses critiques acerbes à l'encontre de ses collègues ministres ont suscité la colère du chef du gouvernement gabonais, Bruno Ben Moubamba, a été limogé à la tête du ministère en charge de l'urbanisme au Gabon, un limogeage qui suscite de vives polémiques depuis quelques heures dans ce pays. Des précisions avec Eric Watat et Julienne Berthé-Bissaye. L'annonce a été faite jeudi soir par Isso Zengonde, Premier ministre chef du gouvernement à la télévision nationale. Depuis sa nomination, cet ancien journaliste et philosophe de formation avait agacé ses collègues de l'exécutif par son franc-parler, dénonçant ce qu'il considérait être des pesanteurs de son administration. La veille de son limogeage, Ben Moubamba, 50 ans, avait attaqué frontalement le Premier ministre sur sa page Facebook. Il dit, je cite, « Quand on est chef du gouvernement, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire pour régler les comptes à des ministres qu'on n'aime pas. » Fin de citation. Le Premier ministre, annonçant le nom de son remplaçant, rappelle les 3 principes fondamentaux de l'action gouvernementale gabonaise. Le premier de ces devoirs est la solidarité gouvernementale qui induit que chaque ministre est solidaire des décisions prises par le gouvernement et les assume. En deuxième lieu, le devoir de responsabilité qui les oblige au sens élevé de l'État et par conséquent au devoir de réserve et du secret des délibérations auxquelles ils prennent part à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le troisième devoir qui s'impose naturellement à tous est le respect de la hiérarchie. J'ai proposé au président de la République, chef de l'État, qui l'a accepté, de remanier le gouvernement ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, Monsieur Josué Badinga. Le reste, sans changement, je vous remercie. Troisième homme du scrutin présidentiel du 31 août 2016, avec un peu plus de 0,5% des voix derrière Ali Bongo et son rival Jean Ping, l'ex-opposant Ben Moubamba avait été nommé vice-premier ministre fin septembre dans le premier gouvernement d'Emmanuel Isso Zengonde, avant d'être rétrogradé au rang de ministre d'État lors d'un remaniement au mois d'août. Rappelons que le limogeage de Ben Moubamba intervient dans un contexte de regain de tension au Gabon entre l'appel à la désobéissance civile de Jean Ping et la réponse ferme des autorités. Un public reportage dans ce journal parmi les établissements scolaires qui ont pris le train de l'année 2017-2018 figure le groupe scolaire bilingue Le Temps des Cerises. Cette école vient d'ouvrir ses portes à Emana, un quartier situé à Yaoundé. Son ambition est de former des génies dont le Cameroun a besoin pour impulser son développement. Reportage.
C'est le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er qui a ouvert officiellement les portes du groupe scolaire bilingue, le temps des cerises. C'est un cadre spacieux et approprié qui offre aux élèves de meilleures conditions d'études sous l'encadrement diligent d'un corps enseignant qualifié, engagé et dévoué. Une aubaine pour les habitants du quartier Emana et de ses environs qui ont désormais à leur portée une école maternelle et primaire bilingue digne de ce nom. C'est un sentiment de joie que nous ressentons en passant d'une école à cycle unique à une école à cycle bilingue. Nous tenons donc à féliciter l'architecte et son équipe, le fondateur, qui ont largement participé à la réussite de cette opération. Nous pouvons donc proclamer que la mission a été remplie avec des faveurs telles que spécial cours de vacances gratuits, tenue scolaire gratuite pour tous les élèves inscrits, un partenariat assuré avec un centre de santé et une assurance pour tous les enfants. En choisissant d'investir dans l'éducation, le fondateur du groupe scolaire bilingue, le temps des cerises, apporte ainsi sa pierre à la construction de l'édifice Cameroun à travers un encadrement rigoureux des enfants. C'est de former les hommes et les femmes, les Camerounais et les Camerounaises dignes, qui n'ont pas seulement les têtes pleines, mais qui ont des têtes bien faites. Des Camerounais qui sont avant tout des citoyens remplis de dignité, de la notion de la patrie et de la notion de civisme. J'ai insisté sur cette notion parce que la citoyenneté, le civisme, l'esprit patriotique a tendance à s'évaporer ces derniers temps. Il ne serait pas superflu de rappeler aux enseignants qu'ils forment avant tout des hommes et non des diplômés. Doté d'un bâtiment flambant neuf de 2 étages, sécurisé par une clôture, des espaces de jeux et de loisirs, d'une salle informatique de dernière génération et de toilettes modernes, pour ne citer que ces quelques atouts, le groupe scolaire bilingue, le temps des cerises, a la légitime ambition de former les génies dont le Cameroun a besoin, à l'image de son fondateur, propriétaire de 2 entreprises industrielles en France, mais qui a également investi dans la finance et l'hôtellerie au niveau du Cameroun. Bâtir l'avenir ensemble, tel est le credo de Beu, Joadieu Yota Eugène, qui invite les parents à offrir les cerises de la réussite à leur progéniture. Avant l'ouverture officielle de l'école, en guise de plat de résistance, une marche sportive et un match de football ont servi de mise en bouche, occasion pour le fondateur, le staff administratif de l'école et le corps enseignant de s'offrir un bol d'air et de prendre des forces pour une année scolaire 2017-2018 réussie. Les participants à la finale du tournoi de football ont reçu des trophées et diverses primes en guise de cerises sur le gâteau d'une journée du 2 septembre 2017 qui restera gravée dans l'histoire du groupe scolaire bilingue, le temps des cerises. Le joyau architectural se dresse majestueusement au lieu dit pont Emana, à un jet de pierre de la route nationale qui traverse ce quartier en direction de l'ouest du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour ne pas manquer 2 rendez-vous. Le premier, Tendance économique, qui analyse les inquiétudes du JICAM et décrypte les critiques formulées à l'encontre du gouvernement concernant ses politiques économiques et ce programme de redressement économique conçu avec le concours du FMI, et après Tendance économique, Horizon Sport, qui revient sur cette nouvelle concernant, bien sûr, le comité de normalisation à la FECAFOOT, à la tête duquel se trouve désormais Maître Dieudonné Hapi, émission présentée par Hervé Kemier. Merci de rester sur Equinox Télévision.